Ok. Alors du coup, moi, je m'appelle Jeanne, Jeanne Charlotin-Carvazio. Je suis doctorante en droit privé au sein du LabLex, c'est au sein de l'Université de Bretagne Sud. Et je suis aussi subventionnée par l'ADAPI du Morbihan pour ma thèse. Voilà, pour situer un petit peu d'où vient cette recherche-là. Alors pour ma part, du coup, je me suis demandé comment les spécificités de la vie en institution venaient contrarier, voire empêcher l'expression du droit de vote, et quel rôle a joué la crise sanitaire dans la prise en compte de ces difficultés. Du coup, je vous ai vraiment fait un résumé parce que mon papier faisait 8 pages, donc là, c'est beaucoup plus court. Alors, le droit de vote est un droit affirmé et protégé par des textes d'origine et de portée diverses. La particularité de vivre dans une institution ne doit normalement pas être un frein à la vie civique. Dans la réalité, les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté d'aller et venir des résidents empêchent parfois leur vie civique. Donc, ces restrictions à la liberté d'aller et venir sont liées à plusieurs raisons. La responsabilité des acteurs de ces établissements et la sécurité des résidents, ainsi que les contraintes organisationnelles. Alors, à propos de la sécurité de la personne accueillie, tout d'abord, peut-on laisser les résidents sortir à l'occasion des élections au risque de non seulement se faire infecter par le Covid-19 et mettre sa vie en danger, mais de surcroît faire circuler le virus dans l'établissement et mettre d'autres personnes en danger? C'est face à cette question que se sont retrouvés les professionnels au moment de l'expansion de la crise sanitaire. Donc, le principe est en effet une liberté totale de circuler, mais dans les cas où la personne pourrait être en danger en cas de sortie, il devient alors obligatoire pour l'établissement de l'empêcher de sortir, au risque de voir la responsabilité des professionnels et de l'établissement engagés. Les restrictions à la liberté d'aller et venir peuvent en effet être liées à la nécessité de protection du public accueilli, qui est souvent fragile en raison d'un grand âge, du handicap. Donc un choix qui est à opérer entre la sécurité et la liberté. Et donc, dans l'inconnu des surprises qu'allait nous réserver la pandémie de Covid-19, la sécurité des résidents a souvent été privilégiée et les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé aux établissements accueillant des personnes handicapées ou âgées ont varié en fonction de la connaissance des risques liés au Covid-19 et à ses variants. Là, actuellement, les derniers protocoles transmis aux établissements et services médico-sociaux vont dans le sens d'un allègement des restrictions à la liberté d'aller et venir, recommandant ainsi que les sorties en groupe et individuelles soient possibles sans limitation autre que le respect des gestes barrières. Il convient donc d'agir avec mesure et discernement. Dans ce cas, il ne s'agit pas pour les établissements de permettre ou de limiter la vie civique des résidents. Il s'agit de limiter ou non leur liberté d'aller et venir en fonction des risques liés à la pandémie. Et l'appréciation est à faire au cas par cas en fonction du danger qui se présente et de la capacité du discernement de la personne. Donc, d'autres raisons à la limitation de la liberté d'aller et venir des résidents sont les contraintes organisationnelles des établissements, notamment en termes de règles communes ou de personnel disponible. Or, d'une part, les personnes dont l'État justifie d'être placées en établissement ont souvent besoin d'aide pour les démarches liées à l'exercice du droit de vote. D'autre part, les mairies, bureaux de vote sont difficiles d'accès pour plusieurs raisons: absence de véhicules personnels, de permis de conduire, troubles de l'orientation, faible réseau de transport en commun. Ainsi, lorsque la personne accueillie ne peut prendre seule ou avec son entourage familial l'initiative de faire les démarches d'inscription ou de déplacement pour l'inscription sur les listes électorales ou se rendre au bureau de vote, donc les déplacements sont conditionnés par la disponibilité d'un professionnel ainsi que parfois, malheureusement, l'intérêt qu'il porte au sujet. Une petite parenthèse qui est un peu plus longue dans mon écrit, mais il y a des solutions d'accessibilité qui ont été imaginées comme la procuration. La procuration, on va dire, peut servir dans ce type de cas, mais il y a également l'assistance qui a été imaginée, qui se développe. Mais ce sont des solutions qui sont peu compatibles à la vie en institution. J'en parle un petit peu plus longuement. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder, mais comme ça s'éloigne un petit peu du sujet, j'ai choisi là de ne pas trop développer avec vous. La pandémie de Covid-19 n'a finalement été qu'un révélateur des contraintes que la vie en institution fait peser sur la vie civique des résidents. Ces constats ne mènent pas forcément à un besoin de changer la loi, si ce n'est à procéder à quelques ajustements, mais plutôt à un changement de culture dans les établissements concernés. L'exercice du droit de vote est un droit que peuvent réclamer les personnes accueillies. L'accueil en établissement ne devrait pas conduire à l'abandonner. Opérer un changement dans la vision de la citoyenneté par les établissements serait bénéfique. Considérer le droit de vote comme un droit accessible à tous
malgré les difficultés que connaissent les résidents, permettra de rendre le droit de vote possible aux yeux des résidents qui sont intéressés par ce droit et par les professionnels qui les accompagnent. C'est un droit dont l'exercice est à prendre en compte dans les habitudes et le calendrier institutionnel. Il est certain que tous les résidents ne souhaiteront pas voter. Néanmoins, il convient au moins de proposer les moyens adéquats pour les accompagner en bureau de vote. Mais les efforts des établissements seront vains si les opérations de scrutin dans leur ensemble ne sont pas repensées pour être plus accessibles aux personnes vulnérables. L'idée a été émise de créer des bureaux de vote, notamment dans les prisons. Et voilà, pourquoi ne pas décliner cette proposition dans d'autres établissements et faire ainsi venir le scrutin aux personnes en ayant besoin. Je vous laisse sur cette idée et tout ce que ça peut ouvrir par la suite. Je vous propose qu'on continue. Oui, je peux sortir. Bon, ben, on va continuer avec ça peut-être dans l'immédiat. Ça marche. Donc, vous écoutez, merci Jeanne pour votre intervention. On continue sur. Ouais. Donc, sur les technologies de géolocalisation. C'est ça, tout à fait. Donc, je vais vous parler des technologies de géolocalisation destinées aux personnes âgées. Moi, je vais particulièrement vous parler du cas des usages en institution. Donc, je m'appelle Pearl Moret et je suis sociologue. J'ai soutenu ma thèse en décembre dernier sur cette question des dispositifs techniques de géolocalisation en usage des personnes âgées. Et on va retrouver donc cette tension liberté de circuler, sécurité, donc que tu évoquais juste précédemment. Et donc, pour vous dire un petit peu à qui se destinent ces technologies déjà, avant toute chose, donc selon les industriels, donc là on est sur vraiment l'étude des discours des industriels, hein, donc on va le mettre à distance ensuite dans un second temps. Mais selon les industriels, ces technologies se destinent donc à des personnes dites malades d'Alzheimer, donc avec des troubles cognitifs, et qui sont sujettes aux fugues. Donc, pour reprendre là aussi ce terme très controversé de la fugue, mais c'est le terme qu'emploient les industriels et dans une certaine mesure aussi certains professionnels des établissements, même si on lui préfère aussi d'autres termes maintenant. Mais voilà, pour reprendre cette terminologie-là. Donc, ça se destine à des personnes malades d'Alzheimer et sujettes aux fugues, avec des gros guillemets. Donc, ce sont des dispositifs qui prennent plusieurs formes, donc extrêmement variées, hein, des formes de bracelets, des bracelets de bras, souvent sous la forme de montres, mais également des bracelets de cheville. Donc là, vous avez aussi tout cet imaginaire carcéral qui peut vous venir en tête. Des balises, des médaillons, des étiquettes à coller aux vêtements ou alors à intégrer sous les semelles de propreté des chaussures. Enfin, c'est ce genre de dispositif-là dont on parle. Et ces dispositifs, moi, ce que j'appelle technologie de géolocalisation, ça regroupe deux types de technologies pour aller vite. Des technologies GPS d'un côté, donc que j'ai appelé les géolocalisations extérieures, donc qui permettent, pour aller vite, de géolocaliser à l'extérieur des établissements quasiment pas à pas les déplacements des personnes âgées. Et également d'établir des zones d'inclusion et d'exclusion autour de l'établissement via des frontières virtuelles, donc via une technologie qu'on appelle le géofencing. Donc, en gros, il y a des frontières virtuelles qui sont établies autour de l'établissement et ça sonne quand la personne dépasse cette alerte professionnelle des établissements quand la personne traverse cette zone. Ça, c'est un premier type de technologie. Il y a un deuxième type qui sont les technologies basées sur la technique du RFID qui envoie donc des alertes quand la personne sort de l'unité, du service ou de l'établissement. Voilà, la personne passe un portique, ça sonne et ça envoie une alerte. Donc voilà très rapidement sur c'est quoi ces technologies, ce qui me semble être indispensable avant d'entamer un certain nombre de poser un certain nombre de questions. Donc, qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour la sociologue que je suis, pourquoi c'est intéressant de regarder ces technologies-là avec des yeux de sociologue?
En réalité, donc, ces technologies, elles disent un certain nombre de choses dans la manière dont on perçoit aujourd'hui l'accompagnement des personnes âgées, en particulier des personnes malades d'Alzheimer, sur les droits aussi qu'on veut essayer de leur donner, en tout cas à travers notamment la promesse de liberté en sécurité, puisque c'est la promesse qui va être énoncée notamment par les industriels. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis parce que ces dispositifs de géolocalisation donc, ils sont intéressants à regarder de par cette promesse de conciliation de la liberté de circuler avec la sécurité. Et puis aussi parce que ça nous informe sur la manière dont on va penser l'articulation entre certains éléments, notamment les éléments de l'accompagnement humain et la place des technologies dans l'accompagnement. Ensuite, donc, très rapidement, la manière dont j'ai mené ma recherche, donc j'avais un premier terrain autour du monde des industriels, donc il s'agissait de quand même prendre au sérieux cette promesse-là de conciliation de la liberté avec la sécurité. Et donc l'un des slogans particulièrement parlants, c'était donc la liberté en toute sécurité, et ce qui est un slogan qui revient donc pour pas mal de ces technologies-là. Ensuite, je me suis intéressée au monde des régulations, donc à la manière dont on a créé de la norme, de la règle, de la loi autour de ces technologies, et à la manière dont les débats se sont polarisés entre des personnes qui vont défendre le principe de liberté en tant que droit fondamental, et puis d'autres qui vont être plus prônés à un équilibre entre la liberté et la sécurité. Là aussi, pour aller vite. Et puis, évidemment, vous l'attendez, ce qui était intéressant, c'était aussi d'aller regarder ce qui se passait dans les EHPAD et comment est-ce que ces technologies étaient appropriées ou n'étaient pas appropriées. Puisque, en fait, je me retrouve à faire une ethnographie des non-usages et des abandons d'usage. Donc, même quand on a recours à ces technologies-là, comment est-ce que, au final, on finit par être abandonné. Donc, je me retrouve à faire cette ethnographie d'un non-usage, donc d'aller voir les directeurs, les professionnels, les familles, les résidents, et d'ethnographier un non-usage et des abandons d'usage pour aller vite. Donc, je pense que je suis bientôt à la fin de mon temps, mais une autre partie de mon travail, après avoir fait ce constat de non-usage de ces technologies-là, je me suis quand même demandé s'il y avait une place pour les technologies en EHPAD et comment est-ce qu'elles pouvaient s'articuler avec un accompagnement, d'autres formes d'accompagnement, à la fois matériel, architectural notamment, ou la question aussi de tout ce qui est traçabilité, écrite et orale, ou la question des protocoles, notamment des protocoles anti-fugue, voilà, pour établir des protocoles de réaction lorsqu'il y a une sortie à l'insu de l'établissement qui peut avoir lieu. Et donc, comment est-ce que ça s'articule avec le travail des agents d'accueil, tout ça donc j'ai regardé en fait comment est-ce que d'autres dispositifs techniques pouvaient s'articuler à cette attention de conciliation de la liberté avec la sécurité, donc dans un dispositif plus large, par exemple, comme le SAS d'entrée. Et donc, je vais terminer là-dessus. Il s'agissait donc d'enquêter sur les solutions qui peuvent être trouvées, sur les façons de faire qui sont mises en œuvre donc, dans la pratique, dans les situations réelles pour accompagner donc, les personnes âgées, pour les accompagner donc, avec certaines technologies et en l'occurrence aussi sans certaines technologies. Voilà, je vais rester là-dessus. Merci beaucoup. Le problème, on va pouvoir passer au témoignage. Oui. Ça vous convient pas, oui? J'ai pas compris. Oui, on l'a. Oui. Donc, Colette Lydia, vous allez nous parler d'autonomie. Voilà, réflexion sur l'autonomie de vie. L'autonomie de vie est proche de l'indépendance et de la liberté. Libre, être libre, qui a le pouvoir, le droit de décider, d'agir par soi-même. Premier pas vers l'autonomie, c'est le droit au logement et le droit aux ressources. Les handicapés psychiques se retrouvent sans toit et sans argent souvent.
Être autonome, c'est 1, prendre soin de soi, 2, gérer son argent sans mesure de protection. 1, prendre soin de soi. Une bonne hygiène de vie, manger sainement, bouger, pas de cigarettes, pas d'alcool. Expérience personnelle, j'ai réussi à arrêter de fumer, ce qui est une victoire sur moi-même grâce à l'aide de ma tabacologue. Je n'arrive pas à perdre du poids malgré de nombreuses cures thermales. Grâce aux arts martiaux, je cultive ma volonté. Parfois, j'en ai marre de la morale médicale et je dis vive le plaisir de boire une petite bière. 2, gérer son argent. Je gère moi-même mon argent sans curateur. Je peux donc me marier, acheter ou vendre un logement, voter, mais j'ai besoin d'être accompagnée par une assistante sociale pour les démarches administratives. Aide matérielle. En l'absence de toute insertion professionnelle possible, les aides sont bienvenues et même indispensables. Il y a l'AH peut être indispensable. Il y a toute une histoire sur la hache et la loi sur la déconjugalisation dont on a parlé. Oui. Le marché du travail féminine, plus de 55 ans et dépression. J'ai été en handipass et ils m'ont fait une évaluation psychologique. J'ai passé les tests, raté complètement. Mon médecin traitant, le docteur Arros, m'a dit que ça ne voulait rien dire les tests. Ce qui empêche l'autonomie de vie. On est toujours entre soi, la question sociale, la question psychologique, ghettoisification de la société. Quelle est la frontière entre le normal et le pathologique? Le manque d'argent, la difficulté à travailler, paupérisation. Après, l'inhibition de l'action, due aux interdits parentaux, aux interdits religieux. On peut aller vers son contraire à l'agressivité. Et Laborie a dit, la fuite, la lutte, c'est bon, mais la position d'inhibition de l'action, ça entraîne des maladies. Laborie est un biologiste du comportement. Expérience personnelle. Les soignants m'ont dit de ne pas trop réfléchir, de garder mon côté spontané. Voilà. Notion d'héritage matériel et spirituel, place du père. Héritage matériel, c'est l'argent, et spirituel, santé. Mon père, pharmacien, a perdu beaucoup d'argent et avait une addiction au tabac. Il est mort 15 jours avant ses 81 ans. Une mère, pharmacienne, autoritaire et dominatrice, morte à 88 ans. Et un frère, schizophrène, mort à 66 ans dans une EHPAD en 2020. Il faisait un délire de persécution. Il voulait tuer le préparateur juif, les voisins portugais. Il a été placé d'office en garde à vue. Ce qui peut freiner l'autonomie, c'est la perte de l'estime de soi. Par exemple, moi, je vais dans un café philo, j'ai peur de prendre la parole, je ne suis pas éloquente, je m'infériorise, voilà. Perte de l'estime de soi. Et aussi avoir peu d'amis et de contacts avec la famille. 2 cartes de vœux à Noël, au premier blanc, et j'ai eu aucune réponse. Je n'ai pas d'aide, de soutien familial. Voilà. Ce qui facilite l'autonomie, le travail, gagner de l'argent pour être imposable et contribuer ainsi à l'effort collectif. Après. Les habiletés sociales. Il faut, si on vous dit non, quand on pose une question, il faut reformuler pour ne pas revenir bredouille. Alors, la confiance en soi, se faire des cadeaux, la jouissance, jouir sans entrave. Le docteur Conseil, mon psychiatre, me dit ça, jouir sans entrave. Et ce qui facilite l'autonomie, c'est la révolte. C'est ce qu'il y a de vivant en moi, la révolte, c'est échapper aux larmes, à la mise au placard. Après, ce qui facilite l'autonomie, c'est l'exercice de la citoyenneté. Voter, s'engager dans des associations, mouvements. Alors, je suis engagée dans ESCI,
qui est une association des usagers et des ex-usagers de l'hôpital Esquirol en banlieue parisienne. Alors, cette association, ça permet de lutter contre la stigmatisation des maladies psychiques. Et après, je suis militante d'Amnesty International. Il y a un idéal démocratique contre la violence, les dictatures, contre la peine de mort, la torture. Prix Nobel de la paix 77. Et on s'appuie beaucoup sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, que les philosophes des Lumières ont beaucoup aidé. Et elle est placée en tête de la Constitution 1791. Les droits humains, c'est d'origine chrétienne au départ, singularité de la personne. Et maintenant, c'est dans la sphère juridique et politique. Voilà, j'étais touchée par cette violence extérieure d'Amnesty. Il y a la violence intérieure de soi dont on parle pour les droits des personnes handicapées. Et alors, après, je dirais, ah oui, les maîtres mots, c'est engagement, lien, utopie, rêve. Conclusion, je cherche une petite place, en marge, résolument en marge. L'homme vraiment libre ne veut que ce qu'il peut, Rousseau. Quand tout s'effondre, il ne reste que le cri, le poème. On va finir par un poème. Car rêver, c'est vivre. C'est vrai, sans rêve, on meurt. Rêver de passer ce Noël en Autriche, chausser les skis et dévaler la pente, toi, la petite fille riche, déguster ce vin chaud sous la soupente. Nous nous tiendrons tous deux enlacés, dans la brume d'un parfum racé, sous l'édredon chaud et calmant, certitude d'y passer ce nouvel an. Voilà. Et ça, j'écris ce texte, la mémoire de mon frère Roland, qui est décédé en 2020. Alors, nous avons réglé le problème. Isabelle. Parfait. Eh bien, super. Thierry, Isabelle, Thierry, oui, Thierry, mais c'est Nelly sur Isabelle. Est-ce que vous pouvez parler? Vous nous entendez? Oui, oui, oui. Parfait, Chantal, bah, oui, c'est Chantal. Oui, c'est Chantal, oui. Je vous entends. Oui, c'est pas Nelly. Je vais la passer. Alors, ça y est, bonjour, nous sommes ici dans l'Inde, à Bourg-en-Bresse, et nous allons présenter l'histoire d'Isabelle et Thierry. Bonjour, je m'appelle donc Isabelle, 49 ans, je suis d'abord avec Thierry. Voilà, nous vivons en appartement et nous sommes heureux. C'est partie du cours Cap Droit. Depuis quelques mois déjà. Et depuis peu, votre femme, Isabelle, a choisi de venir rejoindre. Voilà. Donc, Thierry et Isabelle ont choisi de partager avec vous leur expérience à travers deux situations. Et la première remonte à quelques années, Isabelle. Oui, c'était donc pendant une période d'hospitalisation en France une période comprise entre fin 2010 et juin 2010. Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs hospitalisations et c'était en fait une expérience un peu compliquée. Déjà du fait de plusieurs allers-retours à domicile, à l'hôpital, plusieurs reprises comme ça. Et du coup, voilà, et par rapport
Ce qui était difficile pour moi, c'était du fait qu'en fait, j'avais vraiment le sentiment que le psychiatre de l'époque ne me donnait pas le bon traitement. Et donc, c'est pour ça, je pense que je faisais souvent des allers-retours domicile-hôpital. Et c'était très, très, très traumatisant pour moi, parce que je voyais que mon état ne s'améliorait pas. Alors que par rapport à une expérience que j'avais de 2003, où j'avais vécu ma première hospitalisation, la psychiatre de l'époque m'avait donné un traitement qui, au bout d'un mois et demi, m'avait bien stabilisé. Et donc, là, par rapport à cette première hospitalisation, je ne comprenais pas pourquoi mon état ne s'améliorait pas. Et j'ai appris après coup que le médecin ne me donnait pas le bon traitement. Donc ça, c'était très difficile à vivre. Et au niveau de la famille, donc au niveau de mon mari, c'était très compliqué aussi pour lui de pouvoir avoir des informations par le psychiatre et de pouvoir venir me rendre visite. Car pendant 10 mois, les autorisations de visite pour mon mari ont été refusées. Donc mon mari a dû se battre pour pouvoir avoir des informations et pour pouvoir venir me rendre visite correctement. Et en plus, à un moment donné, lors d'une hospitalisation, j'ai été placée en chambre d'isolement et en contention, qui a été très, très, très difficile à vivre pour moi. Je me souviens que c'était le jour de mon anniversaire, la date de mon anniversaire, donc c'était très, très difficile à vivre. Et donc, la contention, eh ben, c'était dans une chambre seule, isolée. On m'a attaché les mains d'une façon très violente avec des sangs où je ne pouvais absolument pas bouger. On m'a donné tout un tas de médicaments qui m'ont assommée et je pense que j'ai dû, on peut dire, quasiment perdre connaissance pendant au moins 24 heures, voire 48 heures, si ce n'est pas plus. Et j'ai su après coup que la fin de cette période de chambre d'isolement avait pu être faite grâce à mon mari qui était intervenu auprès du directeur du centre de psychothérapie. Mon mari, à l'époque, avait des fonctions dans un GEM, il était président d'un GEM. Et c'est pour ça qu'il avait pu intervenir activement pour arrêter cette contention. Sinon, je ne sais pas combien de temps je serais restée attachée en chambre d'isolement. Et je vous dis que cette période a été très, très, très traumatisante pour moi ainsi que pour mon mari. Donc voilà. Et puis, et donc, la situation de chambre d'isolement et la non-visite de votre mari. Et Thierry, comment, parce que vous nous expliquez, qu'est-ce qui a fait sur vos vies pour qu'on n'accepte pas votre visite? été handicapé et beaucoup de handicap mental avec le handicap physique. Et donc, en fait, j'ai été obligé d'aider à écouter aux médicaments de l'établissement pour mon prévention. Et à partir de novembre 2011, quand je suis devenu président de l'AM dans l'Arbre, je ne citerai pas le nom, là, toute l'époque, m'ont été ouvertes. Et que je trouve dommage, dans le corps médical, au niveau du CPA, c'est que, à mon avis, il y a beaucoup de handicap physique avec handicap psychique. Et il me semble bien aussi, Isabelle, que vous décriviez des expériences telles que celle du pyjama. Oui, il y avait aussi des expériences dans quasiment toute l'hospitalisation que j'ai eue pendant la période. Donc là, je reprends tout l'âge de 2003 jusqu'à 2012. Il y avait systématiquement une période de 2-3 jours où on était obligé d'être en pyjama, avec interdiction bien sûr de visite, pas de coup de téléphone, on nous prenait notre portable. Voilà, des restrictions de ce type-là où on était complètement repliés sur nous-mêmes et on n'avait pas le. Pour moi, c'est un manque de liberté totale et une atteinte même à la dignité de la personne parce que se retrouver pendant 3 jours complets en pyjama toute la journée, je trouve que pour moi, c'est humiliant.
je trouvais que c'était carrément humiliant. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Bien sûr, des restrictions de sortie. Donc, les premiers temps d'hospitalisation, pas le droit de sortir même dans le petit parc. Donc, ça aussi, pour moi, c'est une atteinte aux libertés. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai quand même oublié de vous dire quelque chose d'important, c'est que quand ma femme a été mise en contention, psychothérapie que m'a pris au téléphone pour me dire, Laurent, faut que vous veniez signer un papier comme quoi et vous, référent comme quoi j'étais d'accord pour ma femme qui avait un mec au grand boulot et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai été obligé de faire des pieds des mains parce que le docteur de l'époque ne pouvait pas me prendre voilà. Donc j'ai été infirmière un an, je lui dis, donc je n'aurais pas vu le docteur, je ne signerai pas le papier. Vous avez pu voir le docteur, Thierry? Oui, donc au départ, il était pas là. Une minute après, la carte en passe, il était tout pas là. Moi qui n'avais pas le santé mon ami, et en fait, et au bout d'une petite demi-heure, le docteur est arrivé et a quand même voulu me recevoir pour m'expliquer pourquoi il en était au bon modèlement. Et en fait, pour l'aboutissement, et j'ai quand même pu avoir mon entretien thérapeute économique, et après j'ai pu signer le document. Et à ce moment-là, est-ce que vous seriez senti, Thierry, parce que c'est pas facile de pouvoir dire non à un médecin. Moi, en fait, je voulais dire non, mais en fait, je me disais, parce que je n'avais pas l'histoire, donc je me j'étais à l'extérieur, je n'avais pas l'histoire, donc je me suis dit, j'ai dit oui, pourquoi pas au début, parce que je me suis dit, peut-être qu'il me dit non, elle pourrait encore être humaine. C'est conscience qu'on est à ce moment-là. Voilà. Et après, donc, du coup, j'ai vu beaucoup au BE1. Et voilà. Et donc, vous avez dû intervenir pour limiter cette conscience. Ouais, en fait, en fait, je voulais intervenir parce que l'hôpital m'a appelé me prendre directement. Et en fait, à un moment donné, je l'avais beaucoup, j'ai vu dans des vies. Et on avait marre aussi que j'allais autour, hôpital maison, hôpital et hôpital maison. Donc, je fais des personnellement directeur de l'établissement de l'époque, en étant aussi en mission, aussi président d'un groupe de sociales mutuelles. Et on a pu discuter tous les deux et à partir de là, et
toutes les portes m'ont été ouvertes. On entend bien que, voilà, à partir du moment où vous avez écrit, Thierry, vous êtes manifesté, présenté, enfin, voilà, votre situation, et bien là, on a apporté de l'attention à votre écoute, et on a mis un terme voilà, à la situation qu'elle était, sans compter qu'après, du coup, les choses se sont améliorées, parce qu'aujourd'hui, Isabelle, vous avez... Oui, parce qu'en fait, les choses s'améliorent au fil du temps. En fait, je n'ai pas refait de séjour en hôpital psy depuis juin 2012, donc ça l'année prochaine, ça 10 ans. Je vais de mieux en mieux, je m'améliore, ma santé s'améliore en plus cette année. Et je suis même en train de baisser progressivement mon traitement. Et il y aura encore une nouvelle étape en septembre avec l'accord en lien avec la psychiatre. On est en train de continuer à baisser tout doucement le traitement. Donc, ceci est très positif pour moi. Et maintenant, je vois toute cette période de hospitalisation avec beaucoup de recul. Et ma vie, j'ai toujours un traitement actuellement, mais un petit traitement par rapport à ce que j'avais avant. Et je suis très heureuse dans ma vie actuelle. J'ai une vie équilibrée avec mon mari et avec de nombreux amis. Et voilà, on a un bel appartement parce que on est aussi tous les deux en situation de handicap physique, tous les deux en fauteuil roulant électrique. Et nous avons un bel appartement dont nous sommes propriétaires qui est bien amélioré, ce qui est pour nous un point positif sur le côté handicap physique. Voilà. Et d'accès à nos droits. Voilà. C'est important de témoigner. Merci Thierry Noville pour votre témoignage. Je propose de rester un peu plus en discussion, mais je propose quand même de répondre, enfin en tout cas de rebondir sur les différentes interventions qui ont été proposées. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des remarques ou des questions à poser à nos intervenants? Sur les différentes thématiques? Simplement, est-ce qu'on peut intervenir si vous nous entendez? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas la petite phrase qui termine un peu la vidéo, parce que c'est vrai que le témoignage d'Isabelle remonte à une expérience vécue il y a plusieurs années. Oui. Et au niveau de l'établissement, il y a eu on a eu le passage du contrôleur des libertés, qui est venu quelques années plus tard, n'est-ce pas Isabelle? Bien sûr. Et en fait, qui a dénoncé effectivement les abus en matière de contention et d'isolement, qui nous a amené à remettre en cause nos pratiques et à faire autrement. Et les années passées nous ont montré que c'était possible de faire autrement. On en a douté. On a fonctionné davantage avec les usagers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait partie et professionnels et usagers du groupe des Indinois au niveau de Cap Droit. Et en fait, l'expérience nous a montré que c'était possible. Et puis, il y a 2 ans, finalement, l'établissement était salué pour ces changements en matière de respect des droits. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est intéressant dans les interventions qu'on a pu avoir cet après-midi. On voit le champ des possibles. On voit qu'il y a une prise en compte, en tout cas, des difficultés et puis des droits, aussi du droit des usagers. Et ça demande un vrai effort au niveau des professionnels de comprendre le vécu des usagers. C'est pour ça que c'était important pour Isabelle d'apporter son témoignage et puis de se dire que ça ne doit plus exister en tout cas. Voilà. Merci pour d'avoir rebondi. Je rejoins ce que vous dites. Je pense qu'une question centrale quand on s'intéresse aux restrictions de liberté, c'est la question de savoir si on est dans une stricte nécessité des restrictions qui sont imposées et donc la question de savoir s'il y a des alternatives moins contraignantes. Et en effet, il y a sans doute certaines pratiques ou certaines tendances à une inertie de la pratique où parfois les acteurs de terrain oublient d'interroger leurs pratiques et la question de la nécessité de la proportionnalité des mesures de contrainte qu'ils mettent en œuvre. Et je me souviens de cette recommandation en urgence du CGLPL à propos du centre psychothérapeutique de l'Ain à Bourg. Et
effectivement, enfin, le constat qui était fait par c'était déjà Adeline Hazan à l'époque. Oui, c'était déjà la CGLP qui relevait effectivement que c'était une routine, en fait. Hein. L'usage de l'isolement et de la contention était devenu une routine, était généralisé à un ensemble de patients. Et c'est vrai que ce dispositif de contrôle et cette visite du CGLPL a permis de remettre un certain nombre de choses dans l'ordre de ce point de vue. Donc, merci pour cette remarque. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Simplement, si je puis, pour clore ça, simplement, la directrice des blocs avait dit, et on l'a retenu et ça nous a beaucoup aidé, comment faire d'un problème une opportunité et l'opportunité du changement. Voilà, il fallait réveiller nos consciences et il a fallu en arriver là, mais les consciences se sont réveillées, et tant mieux. Vous vouliez rebondir? Oui. Bonjour à tous, moi je suis Delphine Boulozan, je suis formateur à l'IFSI du CHU Saint-Étienne. Je forme des infirmiers depuis maintenant 7 ans. Ça va pas assez fort. Ah. Donc je suis Delphine Boulozan, cadre de santé formateur à l'IFSI du CHU de Saint-Étienne depuis 7 ans. Et avant d'être cadre de santé formateur, j'ai été infirmière donc, en gériatrie, donc votre recherche m'intéresse fortement. Et puis, depuis ce matin, je suis vraiment touchée par des témoignages et des débats qu'on a ensemble. Et pour moi, il y a 2 remarques, mais aussi 2 questions, à mon avis, à mettre en débat. C'est la question de la culture, c'est-à-dire quels sont les leviers que l'on a pour faire bouger la culture soignante. Hein, c'est-à-dire que moi-même, soignante, je suis touchée fortement par ces situations de contention. Et à la fois, en tant que soignant, on est aussi en tension quand la personne est dans une situation aiguë de mal-être qui fait que la contention arrive parfois comme une solution. Et l'autre chose aussi dont j'avais qui me vient aussi, c'est lorsque j'étais cadre de santé en service, c'est de se dire, on a aussi la culture soignante, mais on a aussi la pression de la société et la pression des familles. C'est-à-dire qu'un résident, alors moi non plus, je n'aime pas le terme de fugue, mais voilà, ou un résident qui chute à répétition, ou voilà, où il y a une mise en danger, et bien du coup, il faut trouver l'espace de débat pour questionner le bénéfice-risque. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile et je pense que c'est avec plus de recul et peut-être maintenant à distance de ma pratique, c'est quelque chose que j'ai envie qu'on partage. Je partage aussi avec les étudiants, c'est de se dire, mais ce bénéfice-risque, il faut qu'il soit porté à plusieurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit porté uniquement dans la triangulation famille, soignant et ou parfois personnes concernées, mais il me semble aussi qu'il faut qu'il soit mesuré et parlé dans la société, c'est-à-dire que cette question de liberté, d'autonomie, il y a la question aussi parfois de danger qui vient avec. Et du coup, c'est quelque chose je trouve, qui est difficile à porter, mais aussi à porter, je pense, en tant que personne, avant d'être soignant, en tant que citoyen, en tant que personne. Donc, c'était peut-être plutôt une remarque. Je vous remercie. Est-ce que oui. Ça vous dérange pas comme ça? Une petite question. Merci. Bonjour. En fait, moi, j'aurais aimé réagir au dispositif de géolocalisation, puisque moi, j'exerce en tant que mandataire judiciaire aujourd'hui à l'UDAF en Tarn-et-Garonne. Et c'est des questions sur lesquelles on a pu, du moins, s'interroger. Pour des personnes, par exemple, pour leur permettre de rester à domicile et de sécuriser le risque de déambulation sur la route, par exemple. Et je le mettais un petit peu en parallèle aussi avec les dispositifs de vidéo qu'on peut avoir dans certains EHPAD, où les résidents, il y a des caméras de surveillance pour filmer que les résidents ne sont pas dans leur chambre la nuit, ne chutent pas, par exemple. Et en fonction, si quelqu'un sort de leur chambre, il y a des sociétés qui interviennent. Voilà. C'est des dispositifs qui interviennent
pour sécuriser des personnes qui sont en situation de dépendance assez importante. Et du coup, il me semble important de poser la question du consentement aussi pour une personne qui ne peut pas le donner du coup, pour des techniques qui sont super intrusives. Puisque nous, aujourd'hui, on est souvent géolocalisé par nos téléphones, mais on choisit aussi de le laisser activer. Là, on est sur des personnes qui sont suivies, qui sont filmées, mais qui ne peuvent pas donner leur avis là-dessus. Donc, je vous laisse avec cette réflexion. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une société à vouloir du zéro risque. Et à ce titre, on ne permet pas forcément aux personnes elles-mêmes de pouvoir faire des choix. Alors, vous parliez tout à l'heure de la question de la cigarette, la question de l'alcool, etc., qui sont bien, mais après, il y a des risques effectivement plus importants. La question de où est-ce qu'on met le curseur par rapport à la question de la mise en danger, et notamment, alors, je suis collègue de Rosine sur la question du risque. Aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, on a continuellement cette épée de Damoclès parce qu'on vient toujours nous chercher sur la question de la charge de la preuve. Effectivement, on doit justifier effectivement qu'est-ce qu'on a mis en place pour un tiers pour mettre fin au danger potentiel. Mais en aucun cas, on prend en considération le choix d'une personne de dire ben, moi, je fais ce choix, par exemple. Alors, ça pose des questions éthiques, certainement, hein, d'accepter que ma mère, qui est en EHPAD, parce qu'elle a des troubles spatio-temporels, qu'elle puisse, je fais référence à la géolocalisation, mais qu'elle puisse déambuler au risque, effectivement, qu'elle puisse, qu'in fine, le risque soit le décès, quoi. C'est des questions complexes, c'est des questions sociétales, certainement. Mais on n'est pas prêt encore aujourd'hui à accepter la question de la prise de risque, à mon sens. La question aussi de la présentation du risque. Je pense que les professionnels, notamment qui travaillent en EHPAD, estiment que le risque, et le risque juridique en particulier, le risque de responsabilité, se situe davantage dans le pas assez de protection que dans le trop de contraintes. De ce que j'ai compris et des échanges que j'ai pu avoir ou de ce que j'ai pu lire, il y a beaucoup quand même cette représentation du fait que l'enjeu, c'est d'assurer une sécurité suffisante. Et je pense que ça rejoint aussi ce qui a été dit précédemment sur la question de mettre en débat collectivement la question de la prise de risque concernant les personnes vulnérables. Et mettre en débat notamment la question de la discussion avec les familles, parce que très souvent, c'est la crainte aussi de la plainte des familles, si jamais il y a une chute, si jamais il y a une sortie à l'insu du personnel, comme c'était dit. Voilà. Et donc, effectivement, la question de la discussion collective, alors, pour les personnes qui seraient pas, dont on estimerait qu'elles ne seraient pas en état effectivement aussi de se prononcer sur quel niveau de risque elles veulent prendre. Donc, je pense qu'il y a quand même deux questions différentes, parce qu'on ne raisonne évidemment pas de la même façon selon qu'on est face à une personne qui est en état d'exprimer sa volonté ou pas. Et c'est vrai que l'enjeu, déjà, c'est pour les personnes qui sont en état de dire quel niveau de risque elles veulent prendre, c'est de ne pas disqualifier leur volonté et de la prendre en compte. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas forcément en état, c'est la question de savoir, là, la question est peut-être plus compliquée, mais sans doute que, effectivement, j'imagine que la discussion aussi avec les familles est importante. Et c'est là aussi où la question des alternatives et des manières de protéger. Mais qui le décide? Oui, bien sûr. Qui le décide quand on est en capacité ou pas? Alors ça, c'est la question de l'évaluation. Je pense qu'il y a aussi un déséquilibre entre risque physique et risque psychique. Ce que j'ai vu dans les institutions, le risque physique est insupportable, le risque psychique n'existe pas. Et on l'a vu dans le Covid aussi, m'a-t-il semblé. Donc, il y a une hyper-focalisation
sur le risque de chute, de sortie à l'insu de l'établissement, de griffure, de dénutrition, voilà, et déshydratation, enfin, il va y avoir des fiches, etc. Et le risque psychique ne peut pas être comme ça attrapé et il implique de se mettre à risque soi dans une relation et du coup, là, ça brouille tout, donc c'est le bordel, donc n'y allons pas, quoi. Donc, moi, je pense que là, il y a un déséquilibre totalement flagrant entre le risque qu'on surquadrille et le risque qu'on néglige. Et je pense à ça parce que j'étais en train de me dire, alors, les professionnels que je connais dans des institutions qui ne vont pas très bien, qui ne veulent pas prendre de risques et qui quadrillent et qui contentionnent à mort, c'est aussi des établissements où on entend le professionnel est en souffrance. Donc, on a que du psy, là. Alors, tout le monde souffre. Alors, on se dit, bon, alors, le psy est possible puisqu'il y a ce mot-là, souffrance. Et en réalité, quand on essaye de dire, mais vous souffrez de quoi? Très vite, on n'a pas de réponse du tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez nombreux, ce qui est à peu près le niveau zéro de la pensée. Donc, on a une espèce de souffrance qui est elle-même aplatie aux effectifs, lesquels effectifs sont très significativement insuffisants à certains moments, mais à certains moments, dans leur pléthore, ne servent absolument à rien qu'à être plus de gens en souffrance. Au lieu d'un soignant en souffrance, on en a 10. Ce n'est pas ça qui résout le problème. Donc, à mon avis, là, l'une des difficultés, quand même, c'est d'essayer d'arriver à porter le risque psychique et à ne pas le dramatiser, pas le psychologiser non plus, dans le sens, oui, tout le monde est en souffrance, affreux, avec la société victimaire, mais à essayer d'assumer que ce risque psychique est un risque co-construit, dans lequel on a aussi notre part. Merci. Ensuite, il nous reste un peu de temps pour quelques suites d'échanges. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur... On n'a pas trop rebondi sur la question du vote. C'est une question à la fois d'actualité. Voilà. Je ne sais pas quel était le taux d'abstention dans les EHPAD. Mais la question de l'accessibilité des services publics et de faire en sorte, par exemple, moi, ça m'a fait penser aussi au fait que, bon, toute proportion gardée, on a quand même fait venir les audiences juridictionnelles au sein des hôpitaux psychiatriques, en ce qui concerne les audiences psychiatriques pour les soins psychiatriques. Bon. Et donc, effectivement, le service public qui vient dans l'institution, c'est un modèle qui existe par endroits, en tout cas. Donc, ce n'est pas du tout, effectivement, envisageable d'imaginer de faire effectivement des... Alors, on peut se poser la question pourquoi ça a été fait, si je peux me permettre, pour le vivre. Il n'y a rien de pire que l'agacement d'un magistrat. On peut faire le constat d'un agacement du magistrat à devoir attendre quand il y a effectivement 3-4 audiences à la suite, quand il est au tribunal. Puisqu'il y a tout un protocole effectivement soignant, hein, enfin, qui ne fonctionne pas, quand il y a des soins sans consentement, de professionnels souvent, et on reproche aux soignants, des fois, de mettre on reprochait aux soignants de mettre du temps à venir au tribunal et du coup, de faire perdre du temps aux magistrats. Voilà. Alors, c'est une question, hein, mais en tout cas, je me la pose comme ça. Est-ce qu'effectivement, c'est un bénéfice pour la société de faire venir le service public dans ce lieu-là, ou est-ce qu'effectivement, c'est un bénéfice pour faire moins perdre de temps aux magistrats? Je le dis parce que pour le mesurer par moment. Oui, c'est vrai que spontanément, moi j'avais dans l'idée que c'était pour qu'il n'y ait pas trop de rupture pour faciliter la situation du malade psychiatrique lui-même. J'ose espérer que ce soit ça. Mais ce n'est pas certain que ce soit la seule explication. Marie-Laure? Regardez. Moi, je suis pas handicapée. Quand je vais évoquer, déjà, je suis venue me faire accompagner parce que comment serait-ce que pour déclarer, ne serait-ce que pour signer ton nom dans la petite case qui fait. Voilà. Et déjà, moi, je n'y arrive pas. Je demande toujours son voisin.
Mais voilà, on est toujours en train de se faire aider. C'est vrai que ça peut être plus facile que ça vienne dans l'établissement parce que c'est adapté, parce que et dans certains cas, ça peut être aussi, ça évite de les sortir, quoi. Oui, y compris pour des raisons d'organisation, c'est un magistrat qui se déplace plutôt que de transporter. Non, mais du, ouais. Je pense que dans les jours, il y a à chaque fois la peur de l'atteinte à la sincérité du scrutin. Oui. Oui. Et en fait, à chaque fois, un grand sac fourre-tout dans lequel on met plein de trucs. Et en fait, quand on dit la sincérité du scrutin, on se rend compte que finalement, il y a enfin, beaucoup de situations fait qu'on s'éloigne de ces atteintes-là. Mais bref, là, je pense que, par exemple, pour les EHPAD, on a peur de la vulnérabilité des personnes. On a peur qu'elles se fassent influencer par les soignants, par tous ceux qui les entourent. Et donc, voilà, on préfère finalement les empêcher presque de voter parce que, en effet, comme je le disais, quand il n'y a pas de personnel disponible, c'est le dimanche, les élections, il y a moins de gens, il y a moins de monde. Ils n'y vont pas, en fait, quoi. Moi, je travaille plutôt avec des personnes déficientes intellectuelles, en situation beaucoup de déficience intellectuelle. Et en fait, depuis qu'elles sont toutes petites, on ne leur a jamais dit qu'elles étaient citoyennes et qu'elles pouvaient le faire, en fait. Donc, elles ont grandi en pensant pas que c'était quelque chose pour elles. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose à refaire infuser dans les cultures institutionnelles. Et donc, voilà, quand elles n'y pensent pas, personne ne leur dit et arrivent les élections. Et... Cela dit, on est en droit à pas spécialement dire qu'on est citoyen. Non, mais je pense qu'on s'inscrit quand même aussi dans une collectivité politique qui a du mal à construire l'appartenance, qui cherche en tout cas à se renouveler. On est éloigné depuis toujours. Jean-Philippe, tu voulais rajouter juste un parallèle entre intérieur et extérieur et la forme d'organisation. J'ai été frappé plusieurs fois dans des interventions en EHPAD ces temps-ci du fait pour les personnes de pointer qu'il y a aussi des contingences d'organisation de l'EHPAD qui ne sont pas dans des conditions, par exemple, pour participer à des réunions d'information ou politiques ou associatives qui leur permettraient d'être correctement informés ou de s'impliquer dans la chose. Donc, ça me faisait penser à ce que vous disiez sur... On pourrait imaginer un système dans lequel on fait venir en quelque sorte le système je dirais, formel de vote à l'intérieur de l'EHPAD, mais est-ce que ça résoudrait tout ou peut-être même, est-ce que ça n'accentuerait pas une forme de désimplication et de formalisation de la chose, si je puis dire? Je veux dire que ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Non, mais donc c'était juste que je trouve intéressant sur le fait que l'intériorisation d'un service ou d'une activité peut être vraiment un faux ami d'une certaine manière parce qu'elle cache toute une série d'implicites et de changements qui ne sont pas évidents. Et moi, je connais depuis le départ sur la question du projet d'établissement. C'est-à-dire, on peut avoir la volonté. Il faut d'abord que l'établissement ait la volonté de bien vouloir ouvrir et ensuite, il faut que ça prenne sens. Et ça vient me questionner aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire la question du projet de vie. C'est-à-dire, est-ce que d'abord, on se donne les moyens d'aller recueillir si les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées veulent ou ont pu à un moment accéder, ou est-ce que pour elles, ça semble envisageable? Enfin, voilà, c'est-à-dire que je me dis, il me semble que c'est complexe dans le sens où, alors là, c'est peut-être ma part de soignante qui me fait dire, est-ce qu'un jour dans ma carrière, j'ai posé la question à un résident si il avait envie d'aller voter dimanche? En fait, en toute honnêteté, je ne crois pas, mais parce que, en fait, c'était, comment dire, c'était d'abord, je suis d'accord avec vous sur la question du temps et des rapports des soignants au temps. Je suis d'accord, on n'a jamais le temps et on n'est jamais assez nombreux. Toutefois, quand même, les contraintes institutionnelles font que dans une certaine routine, quand on pense aux élections et au droit de vote des résidents, je pense, quand on est à 2 jours des élections, en fait. C'est-à-dire que si l'institution ne se saisit pas de ça, en fait, on ne peut pas l'anticiper, ça ne peut pas être un réel projet. Donc, faire venir à l'intérieur, si ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans un besoin et dans un projet d'établissement, à mon avis, c'est un énorme flop.
enfants, où il y a eu tout un travail effectivement sur plusieurs mois ou au moins pas loin d'une année, de simulation effectivement de ce qu'était le droit de vote avec des fausses une simulation du vote. Pour les départementales, et les régionales, ils sont allés voter ensemble. Alors, il y a eu une mise à disposition de la structure, effectivement, pour permettre le déplacement. Hein. Mais en tout cas, il y a eu tout un travail en amont dans la structure. On simulait effectivement le vote dans l'urne, etc. Et plutôt bénéfique. Je n'ai même pas reçu les enveloppes. Est-ce que les enveloppes Oui, puis, la question dans les institutions, tout dépend aussi de son passé, de sa culture familiale, de son investissement ou non, traditionnellement dans ça, de sa conscience. On voit qu'il y a une très grande abstention chez les citoyens d'une manière générale. Donc, à mon avis, le fait que l'idée de dire qu'il y aurait a priori un désintérêt des personnes en institution pour la question du vote ne doit pas être une question, si vous voulez, rédhibitoire, ou en tout cas un obstacle pour s'interdire de penser le fait que les bureaux de vote puissent venir à l'intérieur de l'institution. Voilà. La question, c'est de permettre la possibilité, comme la possibilité du vote. Mais effectivement, c'est vrai ce que dit aussi Marie-Laure. Effectivement, le fait que, par exemple, contrairement à d'autres citoyens, vous n'ayez pas reçu. Puis c'est intéressant de voir qu'on parle quand même beaucoup d'autonomie sur le modèle de la citoyenneté, hein, et avec l'idée de participation, mais que le vote aux élections est un angle mort, alors que c'est censé être au contraire l'inspiration de l'idée de participation et de démocratie. Voilà, et donc c'est une espèce de paradoxe de ce point de vue. La question du citoyen politique, quand on nous parle de participation des usagers, en employant justement un vocabulaire qui relève du champ lexical de la démocratie. Bon, je vous propose qu'on s'arrête ici, parce que je crois que les sessions plénières vont reprendre, et peut-être même qu'on a un tout petit peu dépassé. Bon, mais merci beaucoup en tout cas.